Merci à Thomas Jory. Donc effectivement, ce matin, on va ouvrir ces 2 journées avec un panorama des tendances. Donc 2018, 8 tendances. Évidemment, alors on a choisi le thème d'accélération. Aujourd'hui, on va être très clair. Après vous avoir demandé de vous transformer il y a 2 ans, d'innover l'an passé, on va être très clair. Aujourd'hui, il va falloir accélérer pour tous ceux qui sont encore un peu derrière le marché. On n'a plus beaucoup de temps pour rattraper son retard. On a beau avancer, si le marché va plus vite, on est toujours en train de reculer. Et il faut aussi vous dire accélérer, parce que tout simplement, si vous avez déjà du mal aujourd'hui en seconde, dites-vous que demain, quand on va passer la 5e, avec la première tendance, l'intelligence artificielle, il y a des gens qui vont se retrouver scotchés et qui vont être incapables de pouvoir accélérer. Alors évidemment, l'intelligence artificielle, cette année, tout le monde en parle. C'est après l'année de la big data, cette année, c'est un peu l'année de l'AI ou de l'IA, si on parle français ou anglais. Alors on a énormément d'ouvrages, j'en ai mis quelques-uns. Bon, la presse, j'en parle même pas, c'est tous les jours des articles dans tous les sens. On a un peu l'impression voilà, que l'intelligence artificielle va nous sauver ou au contraire c'est la fin du monde selon les différents auteurs. C'est vrai que ça fascine, on fantasme énormément, on voit que dans la science-fiction et dans les films on en a beaucoup parlé. Je ne vais pas vous expliquer en détail ce qu'est l'intelligence artificielle, on aura des intervenants ce matin qui le feront mieux que moi. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, on ne sait plus très bien ce qu'est de l'intelligence artificielle. Votre calculette sur votre ordinateur, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Donc finalement, où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que ça démarre? Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, quand on a de la donnée et qu'on sait exploiter cette donnée avec de l'intelligence artificielle, qu'on sait la connecter à des plateformes ou à des API, ben on arrive à créer beaucoup de valeur ajoutée. Et évidemment, sur ce marché-là, j'en cite que quelques-uns, mais tous les grands acteurs sont en train de se positionner, que ce soit Google avec Google Home et Google Assistant, que ce soit Siri avec Apple, que ce soit IBM Watson, que ce soit Amazon avec Alexa, que ce soit Microsoft avec Cortana ou Facebook aussi, qui a d'ailleurs un laboratoire ici à Paris. Et on voit bien que voilà, c'est la prochaine étape, c'est la prochaine bataille pour tout le monde, rendre ces systèmes plus intelligents, pour pouvoir faire des applications mobiles plus intelligentes, pour pouvoir faire des chatbots avec lesquels converser, pour pouvoir faire des concierges numériques. Et justement, si on parle de concierge numérique, tout le monde a entendu parler d'Amazon Echo, cette petite enceinte connectée qui permet finalement d'être un peu votre majordome numérique, qui vous permet de commander tout un tas d'objets connectés chez vous. Donc c'est finalement votre centrale de bord, de pouvoir aussi passer des commandes chez Amazon, mais chez aussi les partenaires d'Amazon. Aujourd'hui, je peux commander un Uber, je peux commander une pizza chez Domino's. Alors pour le moment, Amazon Echo n'est lancé qu'aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre, mais les chiffres font rêver. 30 millions d'unités vendues estimées pour la fin de l'année. 30 millions sur ces 3 pays, elle n'est pas encore lancée en France. Google Home s'est déjà lancé pour le coup, lui, en France et en français. On estime là à 500 000, mais on n'a pas encore beaucoup de chiffres. 15 000 services, on va dire aujourd'hui partenaires ou objets connectés qu'on peut commander depuis son enceinte Amazon Echo. Et il y a 5 000 employés chez Amazon qui travaillent sur ce projet. Posez-vous juste la question, combien vous avez de gens qui travaillent dans votre lab? À mon avis, on en est loin, là c'est sur un seul projet. Et donc effectivement, quand on regarde, aujourd'hui Amazon Echo, tous les 2-3 mois, on a des nouveaux appareils qui se lancent. On a le Amazon Echo Dot qui est plus petit, à 44,99, le Show qui va permettre d'avoir un écran. On a même à droite le Amazon Echo Look qui vous prend en photo avec 2 looks différents et qui, grâce à l'intelligence artificielle, est capable de vous dire quelle est la tenue qui sera la plus populaire en ce moment. Évidemment, Google est aussi rentré dans la danse avec Google Home. Et puis, on a de nombreux projets chez Apple, par exemple, mais chez Orange, avec Django, qui arriverait pour la fin de l'année. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie bataille et que finalement, l'enjeu, c'est quoi? C'est mieux servir l'utilisateur, le consommateur de manière personnalisée. On passe un peu de ce mass media ou de ce mass service vers des services de plus en plus intelligents et personnalisés. Et puis finalement, c'est un point de contact, c'est une tête de gondole directement dans le salon, dans la cuisine ou dans la voiture du consommateur. Pourtant, on peut se poser quand même des questions. Ok, c'est super, l'IA, c'est un vrai sujet, mais on va être très franc, l'intelligence artificielle ne résoudra pas notre bêtise naturelle. On se dit souvent, on a tous des problèmes dans les entreprises, l'IA va tout changer, l'IA va tout résoudre, c'est génial, comme avec une baguette magique. Il faut être très clair, ce n'est pas du tout le cas. À court terme, pour les 5 prochaines années, votre défi IA, c'est ça. Votre défi de transfo, c'est ça.
Aujourd'hui, il faut être très clair. Beaucoup de gens sont en train de s'enflammer sur l'IA alors qu'ils n'ont pas du tout fait les chantiers minimums nécessaires pour pouvoir faire de l'IA. Donc en fait, à court terme, vous allez perdre du temps si vous vous concentrez sur l'IA au lieu de résoudre tous les chantiers de base qui vous permettront d'en faire ensuite. Si clairement vous croyez que ça va régler les choses, vous allez surtout perdre du temps à court terme. Alors à long terme, ça sera certainement devenu l'éléphant, mais à court terme, il y a plein d'autres choses. Et ça me donne du coup la deuxième tendance. Aujourd'hui, vous êtes complètement à la rue dans la 3/4 des boîtes que je vois quasiment tous les jours sur votre data et votre IT. Alors je suis désolé, je suis désagréable et pas très sympa le matin, mais c'est catastrophique. Aujourd'hui, clairement, il y a très peu de grandes entreprises et de PME et de TI qui ont une IT et une data qui sera prêt à être pluguée sur de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a une Frankenstein IT avec un legacy catastrophique, plein de briques, plein de modules qui sont plus ou moins bien connectés et plutôt mal que bien, et il va falloir vraiment régler ça. Aujourd'hui, on a toujours un fight entre le CMO et le DSI. La direction ne veut pas trop trancher. Oui, ça coûte de l'argent. Oui, ça va être compliqué. Oui, c'est long. Oui, c'est dur. Mais plus vous tardez et plus vous allez avoir du mal. Et quand ça va accélérer, les entreprises qui sont prêtes pourront aller beaucoup plus loin. Parce que le futur, mais voire le présent pour les meilleurs aujourd'hui, c'est le data marketing. C'est être capable de mieux cibler, personnaliser ses messages, pouvoir faire du CRM, du RTB, de la programmatique, de la DMP. Si vous n'êtes pas capable de faire tout ça, demain, vos concurrents, qui eux l'auront fait, seront plus rentables, plus rapides, plus efficaces, et vous allez perdre de l'argent plus que chaque année. Ça va être catastrophique. Donc désolé, mais il va vraiment falloir passer la troisième sur ce sujet-là. Vous n'avez pas envie de finir comme certains, tout simplement parce que vous n'avez pas été capable de mener cette bataille-là. Aujourd'hui, je suis toujours atterré sur quasiment tous vos sites internet aujourd'hui. Si je viens, ma mère, ma petite sœur et moi, on va avoir le même site web. C'est pas possible. Votre site aujourd'hui doit être personnalisé, il doit être capable de détecter la personne, est-ce que c'est un client, un prospect, est-ce que je le connais déjà, et personnaliser son contenu. Les newsletters, c'est la même chose. Alors l'AI, c'est super, mais il y a quand même 2-3 batailles à terminer pour pouvoir faire de l'AI demain, et surtout qui sont bien plus prioritaires à court terme. Pepsi nous rappelle aussi que finalement, il y a quelques années, on faisait 4 campagnes par an. On avait 8 mois pour les préparer, c'était génial. Aujourd'hui, vous devez faire 4000 contenus par an. Vous aviez 8 mois, maintenant vous avez 8 jours, maintenant vous avez 8 heures, et les budgets n'ont pas bougé. Si vous n'êtes pas capable d'utiliser la data pour devenir plus efficace et plus performant, pour trouver les bons insights, pour pouvoir produire du contenu plus rapidement, vous ne vous en sortirez pas. Et vous ne vous en sortirez pas, surtout si vous êtes mal accompagné. J'ai fait une note que vous pourrez retrouver sur le hub, qui s'appelle « L'heure de la transformation digitale chez les agences de pub ». Oui, il y a un manque criant d'accompagnement de beaucoup d'agences encore aujourd'hui sur les problématiques de data. Et d'ailleurs, on voit les cabinets de conseil ravis venir essayer de prendre leur place, mais effectivement, il y a un vrai challenge, il y a un vrai sujet là-dessus, et ça va faire une énorme différence dans les années qui viennent. La troisième, elle va avec, c'est généralement parce que j'ai une mauvaise IT et une data très mal organisée, j'ai des trous de sécurité un peu partout. Et on voit bien que c'est compliqué aujourd'hui, que ça soit la protection des données, que ça soit la protection des objets connectés, où on voit qu'il y a beaucoup de crises. Je vous en ai juste mis là dans les quelques derniers jours. À la suite d'un piratage massif, le PDG d'Equifax aux États-Unis, juste une base de données qui avait les infos de 143 millions d'Américains, a perdu sa place. Le cabinet d'audit Deloitte, j'ai rien contre eux, ça peut arriver aux autres. Voilà, normalement on est dans l'audit, on est quand même un tout petit peu sur des données sensibles. Lui-même s'est fait pirater pendant des mois. Et puis, effectivement, il y a eu quelques failles de sécurité. Là, c'était juste sur l'ouverture des portières. Donc on voit bien que demain, ça va être des vrais problèmes, des graves problèmes, voire des problèmes qui pourront entraîner des enjeux et des impacts physiques, et donc qui vont potentiellement vous donner une responsabilité au pénal. Et si ça ne vous suffit toujours pas, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la GDPR, j'espère que oui. Donc c'est cette nouvelle législation européenne qui va juste potentiellement pouvoir vous pénaliser à hauteur de 4% de votre chiffre d'affaires mondial si on peut prouver que vous n'avez pas fait ce qu'il faut au niveau de la protection des données de vos consommateurs et de vos clients. Donc si vous n'en avez rien à faire de la prison, vous n'en aurez peut-être pas rien à faire effectivement de votre chiffre d'affaires, mais ça va faire mal. La quatrième tendance, c'est vraiment équiper, former et guider vos employés, mais surtout votre management.
Parce que je suis désolé aujourd'hui, il n'y a pas de problème, hein, le management, maintenant il est d'accord pour la transfo, allez-y, faites-le. Non, le management doit être exemplaire. Le management, il doit soutenir parce que ça va frotter dans la transformation. Et clairement, le management aujourd'hui, on va être lucide, il n'y avait pas de data dans la plupart des métiers quand il a fait sa carrière. L'IT n'était pas aussi importante, les objets connectés non plus, l'industrie 4.0 non plus. Si le management ne se met pas à jour rapidement, désolé, il peut peut-être s'accrocher à son siège encore 1 ou 2 années, il se fera botter les fesses et il se fera jeter dehors tout simplement parce que l'entreprise sera plus au niveau. On en rigole de ces téléphones-là. Moi, je rigole pas trop quand je vois encore chez beaucoup de mes clients des smartphones il y a 2 ou 3 ans. Quand je vois des ordinateurs qui mettent 10 ou 15 minutes à booter. Comment vous voulez inventer les services de demain avec les outils d'hier? Ce n'est pas possible. Oui, ça coûte un peu d'argent. Ça vous coûte combien d'être complètement décalé par rapport aux attentes de vos clients? C'est juste un choix qui me paraît absurde. Aujourd'hui aussi, on ne peut plus réussir tout seul. C'est bien d'avoir un super CDO. Comment on va former tous les collaborateurs? Comment on emmène tout le monde? Alors ça paraît difficile, ça paraît impossible, et pourtant, chez AXA, voilà, aujourd'hui, ils ont lancé un énorme plan. Ils comptent former 165 000 personnes. Chez TF1, qu'on accompagne aussi, ils vont former les 2500 salariés du groupe TF1 au digital. Parce qu'il y a un moment, si on n'emmène pas tout le monde, le comptable, le juriste, les commerciaux, la régie pub, les journalistes, on ne va pas y arriver. On ne peut pas juste avoir 4-5 experts dans un coin qui sont super forts en digital et toute la boîte qui non seulement ne comprend rien, mais même en angoisse, on va dire bloquée contre le changement. Et puis effectivement, le management. Parlons-en du management. On rigole un peu, mais là, la roue à gauche, c'est un peu le digital. C'est non, mais écoute, on n'a pas le temps là. Faut qu'on fasse le quarter, faut qu'on fasse les chiffres, on n'a pas le temps de faire la transformation. Oui, mais je vous explique, le digital, non, on n'a pas le temps. Ouais, le digital, ça va juste vous permettre de travailler plus efficacement, d'aller plus vite, d'être plus rentable. Pas prendre le temps de s'arrêter 2 minutes, finalement, on est juste en train de pédaler pour rien. On est en train de se fatiguer pour rien, et demain, ceux qui auront fait le passage à la roue, ils vont juste vous dépasser, et ça va vraiment piquer. Donc là, il y a un vrai boulot sur le top management pour vraiment dépasser, on va dire, le côté digital washing, mais être capable de décider, d'avoir une vision, une compréhension des enjeux. La BPI a sorti une étude récemment qui disait que finalement une grande partie des dirigeants en France estiment que l'impact du digital sur l'activité ne sera pas majeur d'ici à 5 ans. Tant mieux pour eux. 87% des dirigeants ne font pas la transformation digitale une priorité stratégique pour l'entreprise. Alors on peut se dire, ouais, c'est les PME et les ETI. Alors je ne suis pas sûr que le COMEX des grands groupes, ça soit le cas, mais le CODIR ou les dirigeants juste en dessous, à mon avis, faites un petit sondage, vous seriez surpris dans vos équipes de vous rendre compte à quel point les gens ne perçoivent pas la menace plus que ça. Et effectivement, ça paraît évident, il faudrait déjà avoir une stratégie de transformation. Alors tout le monde va nous dire, mais on en a une. Ouais, faites un sondage. Moi, je vous mets au défi en demandant à 5 de vos dirigeants et à 5 de vos employés de me sortir votre stratégie. Parce que la plupart des boîtes où je vais, c'est le grand flou artistique. Ouais, il y a une strat, il y a peut-être que le COMEX qui la connaît. Si demain, toute votre entreprise n'est pas capable de comprendre où vous voulez aller, déjà que ce n'est pas simple d'y aller, je vois difficilement comment vous allez arriver à bon port. Alors, l'année dernière, vous avez présenté le guide de la transformation digitale. Voilà, je vous donne des petits tips. La matrice, 6 grands chantiers, des choses à faire dans l'ordre, des choses à démarrer avant d'autres. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, il y a des méthodes, il y a plein d'autres ouvrages. Informez-vous, connectez-vous, échangez avec vos homologues, mais il est vraiment temps d'avancer. 5e tendance, collaborer avec les meilleurs talents. Aujourd'hui, on voit bien, tout l'enjeu, c'est d'attirer les meilleurs, surtout sur certains sujets et sur certains métiers où ça devient de plus en plus difficile de recruter. Si vous n'avez pas les meilleurs développeurs, si vous n'avez pas les meilleurs gens en data, comment vous allez vous battre dans cette guerre mondiale de la performance, de l'innovation? Si vous regardez aujourd'hui, voilà, les étudiants de prépa rêvent de start-up, pas du 440. Un tiers des promos rêveraient d'aller lancer leur boîte ou rejoindre une start-up. Ça va faire beaucoup de gens en moins dans votre pipe, et pas forcément les plus mauvais. Donc demain, comment vous les attirez à nouveau et comment vous les retenez? Aujourd'hui, une étude d'Accenture nous dit que 72% des jeunes diplômés se considèrent sous-employés. En gros, ils se font chier. Ouais, mais c'est pas drôle parce que demain, vous allez vraiment avoir tout un tas de talents que vous aurez formés qui vont partir, monter vos concurrents et les startups qui vont venir vous bouffer. Donc là, il y a un vrai sujet.
Il y a un vrai sujet aussi, puisqu'on doit apprendre à collaborer avec les talents extérieurs. Il y aura toujours plus de gens intelligents à l'extérieur de votre entreprise qu'à l'intérieur. Il y a des gens qui ne veulent plus être employés, qui ne veulent plus être recrutés, mais ça peut être des startups avec lesquelles on travaille, ça peut être des partenaires, ça peut être des freelances, ça peut être des experts. Et là, effectivement, on voit tout un tas de choses. Station F qui s'est lancée, le dispositif d'SMH de SNCF, L'Oréal et Founder Factory. Il y a tout un tas de nouvelles organisations pour pouvoir amener de l'extérieur à l'intérieur, travailler en partenariat avec son écosystème. On ne peut plus réussir tout seul. 6e tendance, repensez votre culture. Clairement, on le voit, c'est Tony Tsi de Zappos aux États-Unis qui nous dit « La culture, c'est la marque ». Ouais, ok. On nous dit aussi, Peter Drucker, la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Vous pouvez vous tromper de stratégie, c'est pas mortel, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Si vous foirez votre culture, si votre culture est morte, vous êtes foutu. Un bon exemple, on regarde les news dernièrement, Uber. Ah, ils ont fait une belle croissance, ils ont disrupté plein de marchés, mais en y allant comme des cow-boys, comme des sagouins, et puis en étant super misogynes à l'intérieur. Finalement, ben voilà, un jour ça se paye, ça se voit, ça sort dans la presse. Lidl, cache investigation. Posez-vous la question, qui sera le prochain? Est-ce que vous êtes vraiment confiance entre ce que vous racontez à l'extérieur dans les médias et ce qui se passe réellement dans votre entreprise? Comment vous traitez vos salariés, vos collaborateurs? Alors c'est sûr, on a tous la pression. Hein. Mais il y a un moment, je vais reprendre cet article HP qui nous dit tout simplement « Je vais virer mes agences si elles ne sont pas capables aussi de m'apporter de la diversité. Si j'ai que des blancs mecs de 35 ans dans les agences, je ne vais plus travailler avec vous. Parce que vous n'êtes pas représentatif de mes clients, vous n'êtes pas représentatif de mes consommateurs. » Et le CAC 40, on pourrait en parler, hein, 36% des effectifs des grands groupes sont des femmes, seulement 11% sont au niveau des dirigeants. Donc là aussi, il y a du boulot. Et comme dirait Thomas Chardin, c'est l'effet bio. La culture ou la marque employeur, ce qui se fait à l'intérieur, se voit à l'extérieur. Donc là aussi, vous êtes prévenus. Maintenant, tout est transparent, tout est visible. Si vous ne bossez pas sur votre intérieur, vous allez avoir des soucis. 7e tendance, upgrader votre expérience client. Je ne vais pas prendre l'exemple des banques, hein, mais combien de fois on a pété les plombs avec un certain nombre de prestataires, de services, d'anciennes entreprises où les formulaires sont mal foutus, où les services sont mal foutus, on nous renvoie d'un guichet à un autre. Aujourd'hui, votre vraie concurrence, ce n'est pas vos concurrents. Votre vraie concurrence, c'est le niveau d'attente de vos clients. Si aujourd'hui, ils ont pris l'habitude d'un Uber ou d'un Airbnb, vous êtes peut-être dans un business qui n'a rien à voir, mais ils vont juste vous comparer à l'interface, à la simplicité, à la personnalisation de ces services-là. Et si vous êtes en dessous, ben vous êtes mort. Si vous n'êtes pas capable d'être 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec un chatbot, vous êtes mort. Si vous ne savez pas livrer en 1 heure, vous êtes mort. Si vous ne savez pas vous installer dans son salon et converser avec eux quand Amazon et Alexa, ça va être compliqué. On prend Amazon, beaucoup de choses déjà centrées sur le client. Amazon Prime, 64% des foyers aux États-Unis sont abonnés à Amazon. Maintenant, on rajoute Amazon Echo, 30 millions d'utilisateurs à la fin de l'année. Là, on se dit, bon, déjà, on est mal sur l'e-commerce. Mais quand on voit qu'ils rachètent Woolfood pour 13,7 milliards, ben on se dit, demain, Amazon peut racheter n'importe quel business. Carrefour, c'est rien. Si vous voulez l'acheter, c'est un claquement de doigts pour n'importe lequel des GAFA. Demain, ils peuvent racheter une boîte dans n'importe quel de vos domaines, amener cette intelligence, ce service-là à la personne, et ça va être la catastrophe. Là, Amazon a juste baissé les prix de 43%, et ça a juste réduit de 40 milliards la capitalisation des concurrents avec cette annonce-là et ce mouvement-là. Donc l'expérience client, ça permet aussi d'être plus efficace et plus rentable. Et pour terminer, la 8e et dernière tendance, effectivement, le côté back, moins noble, moins sexy, et pourtant tellement important. Amazon, effectivement, c'est encore là une de ses forces, cette capacité à avoir automatisé, amélioré tout le fonctionnement. Ils se sont dit, tiens, on a besoin d'informatiser nos entrepôts, avec qui on peut bosser, avec qui va, mais en fait, ils coûtent combien? 775 millions de dollars. Achetons-les. Achetons-les et devenons nous-mêmes un revendeur de ce savoir-là. Faisons d'un coup un revenu. Et donc, effectivement, on a Amazon Robotics. Bienvenue dans l'industrie 4.0. Là aussi, énormément de choses à faire pour améliorer, connecter, on va dire, optimiser tout le fonctionnement de la chaîne logistique. Et là, des énormes économies à faire, des énormes gains d'activité. Ça ne se voit pas, mais ça se voit effectivement après au niveau du consommateur. Merci à vous. Voilà 8 tendances pour ouvrir
Ce Hub Forum, vous pourrez retrouver effectivement ces slides directement aujourd'hui sur le site du Hub. Et j'ai envie de vous dire, rendez-vous tous les jours avec le Hub Radar, qui est notre newsletter quotidienne de veille pour suivre un petit peu tout ce qui se fait en transformation digitale. Merci infiniment, Emmanuel.